J'ai défini que mon artefact c'était de type Jib Maven, donc je ne vais pas donner de paramètres particuliers. Si je fais scaffold build, et en fait il va utiliser Jib pour builder mon image. Sur ma machine, il va builder cet artefact. Si je fais scaffold dev, ça va fonctionner pareil, il va faire des rebuilds. Alors scaffold dev avec le Java, c'est encore un petit peu dur là. Le build va être assez rapide maintenant, ça va commencer à aller. Par contre, en général, votre application Spring Boot, elle met quand même 3-4 secondes à démarrer, donc c'est un peu énervant. C'est Spring Boot. Hein. C'est Spring Boot, ouais. Là, j'ai essayé Micronaut, là, j'ai découvert ça aujourd'hui. Ça va être 1 seconde. Non, je crois que les serveurs en Java, ça pouvait démarrer en 100 millisecondes, mais on n'y est pas encore. Hop. Ok. 2 derniers petits outils, puis normalement après, on est dans le temps, là, ouais, ça va. À partir du moment où on fait des images Docker, et que vous avez un cluster de build, vous vous dites, mais tiens, je pourrais utiliser ce cluster pour builder mes images, parce que tout builder en local, si j'ai 150 microservices, par exemple si je suis mythique et j'ai tous mes services en PHP, c'est gigantesque, ou si je suis Eventbrite, c'est une horreur, ça ne tient pas sur ma machine, je vais les builder sur un cluster. Alors builder sur un cluster, en général, on commence par installer Jenkins ou GitLab. Tiens, d'ailleurs, qui utilise Jenkins ici pour les builds? Qui utilise GitLab? La proportion, elle est en train vraiment de grimper pour GitLab, c'est incroyable. Toutes les confs que je fais, je vois même parfois plus de GitLab que de Jenkins. Dans tous les cas, c'est assez compliqué à installer. Et moi, je vais vous présenter un outil qui va permettre de builder des images Docker sur n'importe quel cluster Kubernetes sans rien installer sur ce cluster à l'avance. Ça ne va pas avoir la richesse fonctionnelle de Jenkins, mais ça va vous permettre d'utiliser toute la puissance d'un cluster remote pour builder vos images. Cet outil s'appelle Canico. Encore un outil open source, écrit en Go aussi. L'idée de Canico, c'est que lui, il va être capable, alors là on rentre dans les nuances, donc c'est pas très passionnant, mais il va être capable de prendre un Dockerfile, de prendre les sources de votre application, de faire la même chose qu'un Docker build, mais sans Docker build, sans même Docker, en fait, il va tourner dans n'importe quel conteneur. Donc un conteneur, c'est pas forcément lancé par Docker, ça peut être lancé par un autre runtime compatible. Kubernetes, il faut savoir que bientôt, ça tournera peut-être plus sur Docker. Ça tournera sur Containerd ou sur d'autres runtimes. En fait, vous en fichez. Mais c'est juste que si vous voulez faire un Docker build sur un cluster Kubernetes, dans un an, ça ne marchera peut-être plus. Et donc Canico, lui, il est capable de lancer Docker build dans un conteneur sans utiliser Docker, sans avoir un accès particulièrement privilégié à Docker. Donc c'est plus sécurisé, et ça marche de façon plus universelle. Donc l'idée c'est ça, c'est mes sources plus un Dockerfile. On fait une image qu'on appelle image OCI. En fait, c'est la même chose qu'une image Docker, parce que Docker, ils ont lancé le standard OCI pour dire n'importe qui peut builder des images Docker sans Docker. Et ça tourne dans un conteneur sur mon cluster. Alors ça, on s'en fiche. Et la démo, elle est plus sympa quand on lance Scaffold directement. Scaffold, il supporte Canico. Là, dans mon fichier Scaffold, j'ai créé un profil pour dire tu ne vas pas builder en local sur la machine avec Docker, tu vas builder sur un cluster sur lequel avec Canico. Et donc tu vas lui envoyer les sources et le Dockerfile, et lui à la fin il va pousser l'image en utilisant ce secret. C'est un pull secret, en fait c'est un push secret, en fait. Il est mal nommé, je m'en rends compte. Voilà. Donc on va essayer de faire ça, voir si ça marche. Enfin, je vais mettre sur un cluster plus gros quand même. Celui-là. Normalement j'ai un cluster avec 3 nœuds qui est sur Google Cloud. Et donc, a priori, il va avoir plus de bandes passantes pour télécharger les dépendances de mon projet. Et puis, il y a des versions bien définies de tout. Donc, c'est vraiment le build de référence à la limite pour passer en prod. Non, c'est vrai que ça ne marche pas. Donc là, il va prendre les sources, il va les envoyer sur ce cluster. Il va démarrer un pod pour mon build. Dans ce pod, il va lancer Canico qui va recevoir les sources, recevoir le Dockerfile, et qui va créer une image à la fin et qui va la publier. Et donc vous allez avoir un output qui ne ressemble pas vraiment à Docker build, et pourtant il fait la même chose qu'un Docker build. Ça peut sembler un peu similaire, on va avoir quelques commandes, mais en gros il a une technique complètement différente pour faire des images Docker. En pratique vous vous en fichez un peu, parce que ce qui va sortir à la fin c'est une image qui peut très bien tourner sur Kubernetes ou sur Docker, sans aucun problème. Et normalement à la fin on a notre image qui fonctionne. David, une question. Oui. Comment il envoie ses sources? Les codes sources, comment il est envoyé par quel il y a deux techniques pour l'instant implémentées en Scaffold. On peut passer soit par un mode qu'on appelle local dir, où en gros, il lance le pod sur Kubernetes, sur le cluster remote, il prend les sources et il les synchronise en gros avec l'équivalent d'un rsync sur le pod. Et une fois qu'il a envoyé les sources,
le pod commence à lancer Calico. Donc là, c'est un mode entièrement entre ta machine et le cluster. Ou alors, il y a un mode où tu envoies les sources sur Cloud Storage, et Calico va aller les chercher en utilisant le pool secret. En fait, Calico, lui, il est indépendant de tout ça. Il a été créé par Google, mais il sait prendre les sources depuis S3, Cloud Storage ou autre. Et là, pour Scaffold, on a implémenté ce mode local gear qui est beaucoup plus direct. On envoie directement les sources sur le cluster. Et donc, vous voyez, à la fin, il a publié l'image sur une registry. Donc, normalement, si je fais ça, il pull l'image. Et mon image, elle démarre bien. Ouais. Vous avez vu, c'est plus lent qu'un Docker build. Et il y a moins d'effet de cache encore que si je le faisais en local. Par contre, le build, il est complètement reproductible. Et puis là, j'ai une usine de build. Donc ça va me coûter plus cher en termes de CPU, mais par contre, je peux aligner les machines. Ok. Calico, on est déjà dans des effets un peu de niche. C'est-à-dire que c'est plus trop le développeur, c'est un peu plus la CI/CD, d'accord. Bon, bah, pour finir, on va déployer en production. On est presque dans les temps, c'est ça, hein? C'est bon. Incroyable. 1 minute 36. Nickel. On va déployer en production. Et là, on va arriver sur un problème qui, à un moment donné ou à un autre, a un impact sur les développeurs, c'est les environnements Kubernetes. Tous mes environnements, la prod, l'après-prod, le dev. Et à chaque fois, alors en prod, tu vas faire ci, mais en dev, tu vas faire ça. Et là, c'est ces certificats, celle-là, et là, c'est ceux-là. Ici, tu as ce secret, ici, tu as ce secret-là. Ici, il faut mettre tel label, là, ça tourne dans ce namespace. Tout ça, en fait, c'est assez compliqué. Et la façon dont l'industrie a choisi de résoudre ça, en général, c'est de prendre les YAML Kubernetes, de foutre un langage de templating là-dedans, et puis on y va. Après, on remplace les placeholders $, accolade, machin, par des variables d'environnement, et puis ça donne des YAML qui sont lisibles. En fait, on se retrouve avec des YAML qu'on ne peut pas lancer sans le moteur de templating, qu'on ne peut même pas forcément lire, parce qu'au bout d'un moment, il y a vite des boucles. Hein, des boucles, c'est plus marrant, des boucles dans le YAML. Etc., etc. Et on se retrouve avec des YAML qui sont inutilisables sans outil d'origine. Donc moi je vais vous montrer un autre outil qui suit la vision qu'avait Brian Grant. Brian Grant, c'est un des grands gourous Kubernetes, un des premiers créateurs de Kubernetes, et qui disait non, mais il ne faut pas qu'on ait ce mécanisme-là de templating sur les YAML, il faut qu'on ait un mécanisme d'overlay. On a une série de YAML propres, nickel, qu'on ne touche pas, et par-dessus, on va appliquer des changements, qu'on va appeler overlay, soit sous forme de patch, soit sous forme de fichiers supplémentaires, soit sous forme de règles supplémentaires. Et ça, à partir des fichiers de base plus des règles d'overlay, ça va nous donner des fichiers qui sont spécialisés pour un environnement donné. Ok? Donc ça va vous donner ça. Hop. Typiquement ici, j'ai, on va dire, un fichier YAML de base, je peux en avoir plusieurs. Hein. Donc là, c'est un déploiement. Il a des labels, il a utilisé une image, il y a des variables d'environnement pour mon image. Donc ici, si je le lance en dev, ça va me faire Hello World. On peut essayer. Alors si je lance sans les logs, on ne va pas le voir. Voilà. Allô. Le temps qu'il build ça, normalement ça doit me faire Hello World. Donc ça c'est mon... Voilà, ça c'est sympa. C'était l'effet démo. EOF. Le géant already existe. Pourquoi il veut pusher ça? Oui, d'accord. On va se remettre en local. Vous n'avez rien vu, tout va bien. Hello World. Je suis en dev, d'accord? J'ai mon YAML, tout va bien, j'ai même pas de moteur de templating, rien. Et puis j'ai défini un fichier de customisation, où là je peux définir des règles. Donc je peux dire par exemple, pour la prod, hein, ce YAML là, c'est lui que je vais déployer, mais je vais lui appliquer des labels supplémentaires. Donc, par exemple, tous les objets Kubernetes, récursivement, il va lui appliquer le label env égale production. Ce qui fait que tous mes objets, sans que le développeur ait besoin d'y penser, ils vont être tous relabellisés pour repasser en prod. Ils vont éventuellement tous aller dans un namespace particulier. Et puis, on va y appliquer des patchs. Donc, par exemple, ici, j'ai un patch qui va changer la variable d'environnement. Au lieu d'avoir Hello World, ça fera Hello Production. Alors, il faut que vous regardiez comment ça marche un patch. C'est marrant, ça ressemble à du YAML. C'est du YAML complètement standard. Ça, en fait, Kubernetes saurait le parser, mais il manque des informations. Il y a juste ce qu'il faut ici pour trouver à quel objet on doit patcher. L'objet, c'est un déploiement qui s'appelle Hello. Donc ici, on dit l'objet qui s'appelle déploiement qui s'appelle Hello, on va changer juste sa spec, et le contexte s'appelle Hello, on va lui mettre ces variables d'environnement là. C'est vraiment pour remplacer mon YAML quelque part de façon chirurgicale.
Ici, par exemple, j'en ai une autre, hein, je dis, tiens, bah, ce conteneur, je vais changer sa pool policy. Voilà, je peux appliquer plein de patchs, hein, et ce qui fait que si je lance Customize en lui donnant ce fichier-là, enfin le répertoire dans lequel se trouve ce fichier-là, il va me sortir, lui, le fichier YAML, résultat de tout ce patch, de tout cet overlay. Et voilà, vous pouvez comparer. Ça, c'est ma version de dev, c'est du YAML valide. Ça, c'est la version de prod, c'est du YAML valide, avec des labels en plus, avec une variable d'environnement qui a changé, une pool policy qui a changé. OK ? Vos fichiers initiaux, ils sont toujours utilisables. Et vous pouvez avoir comme ça plusieurs overlays qui vont se mettre l'un par-dessus l'autre. Ça va gérer aussi tout ce qui est secret, tout ce qui est configuration, properties, config map. Bref, c'est vraiment créé pour le monde Kubernetes. Hein. Et donc, bien sûr, c'est supporté par Scaffold, dernière démo. Alors, on va essayer ça. On va se mettre sur mon petit cluster qui va bien. On va lancer Scaffold Run en mode production. Donc là, je dis, voilà, vas-y sur la prod. Donc la prod, en fait, il va builder non pas en local, il va builder sur Cloud Build. Comme ça, j'ai un build vraiment reproductible qui est buildé sur Cloud de Google. Et il va déployer non pas le YAML classique, mais il va déployer la version patchée par Customize. Donc là, ça va prendre 10 petites secondes. Et on a fini ça. Et normalement, ça va faire Hello production. Pour finir, Hello, c'est bien. Alors heureusement quand même que c'est pas aussi lent en local. Hein. D'accord ? L'expérience de dev avec Scaffold est plus rapide, mais effectivement, dès qu'on commence à déployer sur le cloud, on a de l'échelle, mais par contre... Ah ouais, on a de l'échelle, mais il y a un prix en face. Donc pour résumer, Customize, ça gère les différents environnements. Canico, c'est pour builder de façon plus sécurisée sur n'importe quel cluster Kubernetes. Jib, là c'est l'outil de rêve pour faire des images Docker à partir du Java sans apprendre les Dockerfiles. Bazel va vous offrir des builds vraiment incrémentaux, très rapides, mais au prix d'un effort assez important quand même. Distroless vous donne des images plus petites, plus sécurisées. Et puis Scaffold, c'est l'outil qui connecte tous les points entre ces outils-là et qui doit vous rendre heureux au quotidien, normalement, qui ramène les réveillés, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y. Par rapport à Customize, donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il s'intègre avec Helm, enfin, que tu n'as pas... Est-ce qu'il s'intègre avec Helm dont je n'ai pas parlé? L'idée de Customize, c'est plutôt un remplacement de Helm. C'est le mien, mais je peux le laisser. C'est plutôt un remplacement de Helm sur une sous-partie des use cases de Helm. Helm, c'est un package manager, ça fait beaucoup plus de choses que Customize. Mais c'est trop lourd à utiliser. Et sur beaucoup de cas, Customize, c'est suffisant.